Les entreprises face aux limites planétaires, bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Cyril Bouillet de l'Écluse. Bonjour Cyril. Bonjour Cyrus. Cyril, tu es développeur, tu es pardon, directeur développement agrivoltaïsme chez Photosol, qui est une entreprise active dans le développement de centrales photovoltaïques, et vous êtes vous-même producteur d'énergie photovoltaïque. L'agrivoltaïsme, c'est le thème dont nous allons parler aujourd'hui, avec un ordre du jour, je pense qu'il va intéresser plus d'une personne dans la communauté énergétique, mais aussi la communauté agricole, monde agricole dont tu es issu, Cyril. Donc c'est aussi de cette perspective, on va dire, de tes aïeux issus du monde agricole et toi-même issu du monde agricole que tu vas parler. Tu es progressivement allé vers le monde de l'énergie et de l'agrivoltaïsme. On va d'abord définir ce que c'est que l'agrivoltaïsme. C'est quoi les enjeux agricoles et les enjeux énergétiques? C'est quoi les visions qui s'affrontent dans ce monde, les différentes conceptions de l'agrivoltaïsme et de son devenir? On va faire un tour sur ce que disent les études scientifiques existantes en matière de synergie, de complémentarité entre production agricole et installation photovoltaïque. Est-ce que forcément, lorsqu'on développe une installation, ça va concurrencer la production alimentaire ou est-ce qu'au contraire, ça peut être compatible? C'est un domaine de recherche important et stimulant. Et puis enfin, faire un point sur l'actualité de l'agrivoltaïsme, quelles sont les perspectives. Merci beaucoup Cyril d'avoir accepté cette invitation. Tu fais partie des nombreux experts de la transition énergétique qui se sont déjà exprimés sur ce podcast et nous allons continuer à le faire. J'ose espérer qu'un jour des podcasts à plus forte audience, des chaînes d'interview à plus forte audience type Thinkerview et Lucide inviteront des experts de la transition pour en dire autre chose que ça ira pas bien loin, les énergies renouvelables ça sert pas à grand chose. Bon, malheureusement ce n'est pas tout à fait reflet de ce que conclut la communauté scientifique sur le potentiel des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques et éoliens. Donc modestement, on essaie de diffuser une information plus concrète. Cyril, peut-être je te laisse introduire sur ce qu'est l'agrivoltaïsme. Oui, donc Cyrus, effectivement, l'agrivoltaïsme, c'est un terme qui est assez récent puisqu'il est né en 2010, hein, donc en France. Euh, Ce terme, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la contraction, effectivement, de deux mots, agriculture et photovoltaïque. Et c'est vrai que c'est une notion récente. C'est une notion récente. Alors, elle est née dans l'esprit de deux personnes, de deux Allemands dans les années 80, au début des années 80. Et puis au début des années 2000, concrètement, ça a commencé à être étudié au Japon, et puis c'est arrivé effectivement en France à la fin des années 2000. Voilà. Euh, et, euh, et donc depuis le début des années 2010, il y a de la recherche sur le sujet. Ça avance, hein, que ce soit sur l'agrivoltaïsme d'élevage ou l'agrivoltaïsme de culture. Donc en 15 ans, il y a déjà beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de mesures qui ont été faites et qui montrent quand même effectivement qu'il existe des synergies entre activité agricole et activité photovoltaïque et installation photovoltaïque. Ce sont du coup, alors d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'agrivoltaïsme finalement? Ça vient, je dirais, de deux besoins, à la fois celui de réussir la transition énergétique et de développer les énergies renouvelables, développer le photovoltaïque. Et on voit à quel point en France et dans le monde, bah, les choses peuvent aller encore plus vite et doivent aller encore plus vite. Et puis, il est né aussi du besoin du secteur agricole de faire face à différents défis, notamment ceux en lien avec les effets du réchauffement climatique. Donc, se servir de ces installations photovoltaïques comme outils de protection contre les effets du réchauffement climatique, les sécheresses, les intempéries nombreuses, plus importantes, et puis évidemment l'élévation de la température. Oui, donc à nouveau que ce soit le rapport du groupe 3 du GIEC, les travaux de l'AIE et à des échelles plus nationales, les travaux de RTE, l'éolien, mais aussi le solaire, font partie des éléments essentiels pour réussir cette transition énergétique ou du moins l'échouer le moins possible, hein, pour ceux qui sont plus sceptiques. Et il y a 3 ans encore, arrête-moi si je me trompe, mais presque personne ne parlait d'agrivoltaïsme pour dire à quel Ah, point les choses sont allées vite. Et tout à si fait, j'en ouais. crois les échos que je reçois du monde agricole, aujourd'hui, il n'y a plus un seul agriculteur qui ne se pose pas la question d'installer de l'agrivoltaïsme. C'est Et vrai. pour cause, alors j'ai proposé un post il y a quelques mois auquel, alors donc sur LinkedIn, j'attendais pas grand-chose de ce post, honnêtement. Et alors, ça a fait un carton. Enfin, beaucoup de gens, à la fois du monde agricole, du monde énergétique et de simples curieux qui s'y sont intéressés, qui ont commenté.
post qui disait simplement, ben voilà, tous les agriculteurs y songent, et pour cause, les enjeux économiques, enfin, je veux dire, la promesse économique a de quoi faire tourner la tête. J'entends des promesses de 3 500 € par hectare par an en moyenne en termes de revenus de ces installations, soit 5-10 fois les revenus qu'on peut espérer des céréales. Mais donc déjà, rien que ça, en termes de, comment dire, intérêt pour les agriculteurs, c'est important, à titre purement économique déjà. Alors, à titre purement économique, évidemment, c'est très intéressant à la fois pour les agriculteurs, pour aussi les propriétaires fonciers. Donc, il y a un partage je dirais, de la rémunération qui est faite entre l'exploitant et le propriétaire. Évidemment, aujourd'hui, un bail rural, un fermage, pardon, c'est autour de 150, 250 euros l'hectare. Effectivement, les prix dont tu parles, c'est des rémunérations qu'on peut voir effectivement sur certains projets. Et évidemment qu'à ce moment-là, quand on compare les deux, on comprend vite que les propriétaires ont un intérêt plus que notable à développer ce type de projet. Et les agriculteurs, quant à eux, eh ben, en général, ces types de projets vont dans des zones qui sont aujourd'hui assez complexes en termes pour l'agriculture, avec des baisses de rentabilité des filières agricoles, des baisses de rentabilité dues à la fois aux fluctuations du prix du marché des achats des matières premières, dues aussi à la fluctuation des rendements liés aux effets du réchauffement climatique. Et donc, effectivement, ces exploitations-là, et notamment dans toutes les zones intermédiaires de France, cette espèce de diagonale du vide où on trouve des terres qui étaient en fait anciennement des terres d'élevage qui ont été, grâce à toute l'innovation d'après-guerre, ont été transformées en terres céréalières, mais qui aujourd'hui, face aux effets du réchauffement climatique, ne peuvent plus supporter finalement, ne peuvent plus rentabiliser ces productions céréalières et donc reviennent à l'élevage. Et donc finalement, ces projets agrivoltaïques s'adressent aussi à eux, à ces agriculteurs-là qui sont aujourd'hui en difficulté. Et évidemment, c'est un moyen pour eux de diversifier leurs sources de revenus. C'est aussi un moyen pour eux de maintenir des productions agricoles sur des terres qui peuvent être parfois en danger, entre guillemets. Et on s'aperçoit que tous les ans, il y a à peu près 25 000 hectares de terres agricoles qui s'enfrichent du fait des effets du réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a un intérêt pour les agriculteurs pour garder l'exploitation agricole de ces terrains-là. Et pour revenir effectivement à ce que tu disais au début, c'est un sujet qui est en fait, effectivement, ça fait que depuis 2-3 ans qu'on en entend réellement parler. Moi-même, C'est donc, quoi? C'est parce que le coût des panneaux a tellement chuté enfin, en tellement peu de par... temps que ça y est, le déclic se produit. Pardon, je te laisse poursuivre, mais Ouais, non, qu'est-ce qui non. provoque ce déclic? Alors, déjà, je pense que le monde agricole est déjà assez conservateur, donc voilà, il faut conduire le changement quelque part et il faut s'intéresser, il faut comprendre comment fonctionne un, un, un- un nouveau système pour ensuite adopter. Et donc on est encore quand même dans cette phase-là actuellement. Aujourd'hui, il y a encore une certaine retenue parce qu'effectivement, bon, on a 10-15 ans de retour d'expérience d'études, c'est beaucoup sans être beaucoup non plus. Donc, on a besoin de mieux comprendre comment fonctionnent les synergies entre système installation photovoltaïque et système et production agricole pour comprendre les limites de chaque système pour vraiment que ça soit adopté de manière très très large. Et ça commence quand même parce qu'on a sur certaines productions, notamment l'élevage, on a des très bons retours d'expérience et donc, je dirais, les portes s'ouvrent. Et donc le monde agricole, effectivement, s'y intéresse de plus en plus. Et voilà. Donc effectivement, moi je viens du monde agricole, comme tu le disais en introduction. J'ai fait une école dans le domaine agricole. J'ai travaillé 15 ans avec les coopératives, dans les coopératives, que ce soit dans le nord-est de la France, dans le sud-ouest, etc. Et à un moment, en cherchant du travail, enfin, j'avais travaillé sur la méthanisation, voilà. Et donc je me suis dit, je vais m'intéresser au photovoltaïque parce que je cherchais du travail à ce moment-là. Je connaissais pas l'agrivoltaïsme. C'est en allant faire une recherche d'emploi sur les énergies renouvelables en lien avec l'agriculture, etc., que j'ai découvert l'agrivoltaïsme. Donc c'était il y a 3 ans et personne n'en parlait, et dans le monde agricole en tout cas. Et maintenant, tout le monde en parle effectivement. Tout le monde en parle. Tous les agriculteurs sont au courant du sujet. Dans les journaux, il y a des articles tous les jours, dans la presse spécialisée agricole. Et donc, il y a une sorte d'engouement. Il y a une sorte aussi qui est liée donc à ce manque de rentabilité des productions agricoles dans certaines zones, à cette envie de chercher des solutions. euh, et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle solution qui arrive, je dirais, dans la besace des agriculteurs, comme d'autres systèmes. Là, alors, l'énergie solaire est sur un développement assez exponentiel à échelle mondiale.
Enfin, les chiffres sont assez impressionnants. Et alors, le système énergétique, c'est quelque chose qui évolue typiquement de manière lente. Il y a une certaine inertie. Mais là, j'ai l'impression, enfin, on a affaire à une technologie qui, alors certes, c'est de la production d'énergie, mais c'est aussi enfin, un équipement plutôt enfin, léger. Limite, j'aime bien dire pour les particuliers, ça s'apparente presque à de l'électroménager, quoi. Enfin, bon, bref, plutôt qu'à dire une centrale. Bon, alors pour les agriculteurs, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'adoption peut être assez rapide. Mais qu'est-ce qui pourrait la freiner? Alors, qu'est-ce qui pourrait freiner cette expansion-là? Aujourd'hui, ben, aujourd'hui, en tout cas, effectivement, on n'est pas. En fait, aujourd'hui, ça se développe. On est dans une phase d'acquisition de données, une phase de développement des systèmes. Donc, tous les, je dirais, ça va très vite, hein, entre ce qu'on faisait il y a 3 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de technologies. Il y a des systèmes qui sont inventés tous les jours, des systèmes voilà, d'ombrières, des systèmes dynamiques, mobiles, fixes, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase d'acquisition de données, de découverte. Et donc, voilà, donc ça avance. C'est le début de la phase de développement, hein, qui est un peu lente, mais ça se développe. Quels seraient les freins? Je dirais qu'aujourd'hui, les freins qu'on peut déjà pressentir, hein, ce sont ceux qui sont plutôt liés à l'acceptabilité de ces projets-là. Il faut être très clair. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début. On parle d'une dizaine de gigawatts de centrales photovoltaïques au sol et en terre agricole, donc d'agrivoltaïsme. On pourrait estimer ça à peut-être une très faible part et peut-être 1000, 2000 hectares. Ce que je veux dire, c'est que les gens commencent à le percevoir dans les zones rurales. On commence à avoir des centrales photovoltaïques, des parcs agrivoltaïques aussi. Et pour le moment, il y en a assez peu. Donc, ça pose question. Voilà, comment si ça s'est amené à se développer, comment ces projets-là vont s'intégrer au paysage? Est-ce que mon environnement va se détériorer, etc. Est-ce qu'il y a des nuisances aussi liées à ces projets-là? Donc c'est effectivement les freins, ça peut être lié à cette acceptabilité des voisins, enfin je dirais des différentes parties prenantes évidemment, mais surtout des riverains. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire, et ça c'est de notre responsabilité aussi en tant que développeur. Un vrai travail de pédagogie, d'accompagnement, de concertation avec les riverains pour expliquer. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une grande partie qui ont quand même une très grande conscience des enjeux liés à la transition énergétique, qui ont bien compris que ce type de projet allait être important pour la réussir. Et donc déjà, voilà, il y a une part importante de ces riverains-là qui ont compris les enjeux. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours une petite partie qui sont très réticents et qu'il faut réussir à convaincre aussi, ou en tout cas avec lesquels il faut discuter et apporter des éléments de réponse et peut-être des éléments de contradiction par rapport à des idées reçues. Alors, une crainte, notamment, c'est l'artificialisation des sols. C'est une crainte légitime parce qu'effectivement, il y a des projets où on artificialise le sol. Mais on en reparlera sur les conflits d'usage des sols et en quoi justement on peut les éviter. Ces conflits d'usage, on en parlera un petit peu plus tard. Peut-être j'en profite, on est 14 minutes dans l'interview. Je veux dire aux auditeurs, si vous voulez encourager notre contenu et le partager, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple. Voilà, c'est notre seule manière de diffuser nos contenus. Et n'hésitez pas à le partager à travers la communauté énergétique, la communauté agricole, et puis toute personne dont vous pensez que ça peut intéresser. Parenthèse refermée. Peut-être avant de passer justement comment dire, au potentiel conflit d'utilisation des sols, tu parlais d'acceptabilité, mais c'est quoi les conceptions, les visions qui s'affrontent autour de l'agrivoltaïsme, que ce soit dans le monde agricole, dans le monde énergétique? Je pense qu'il y a différentes manières déjà de voir la chose. C'est quoi les différents camps? Voilà, Oui, alors quand, je sais pas, parce que finalement on travaille tous dans le même sens, évidemment, c'est de réussir la transition énergétique et la transition agricole. Effectivement, après, il peut y avoir des sensibilités plus agricoles, d'autres plus énergétiques. Et c'est vrai qu'il y a ces deux sensibilités-là qui peuvent, je dirais, discuter, s'affronter. Le terme est peut-être un peu fort. Mais c'est vrai que le terme agrivoltaïsme, finalement, c'est deux mondes qui se rencontrent, le monde agricole, le monde de l'énergie. Et tous les deux avec leurs défis à relever, leurs attentes,
tous les deux l'envie de réussir et de conserver une certaine souveraineté dans chaque domaine. Et donc, il faut réussir à concilier les deux. Il y a différentes conceptions, effectivement, parce que il y en a qui conservent, comment, pardon. Certains acteurs vont plutôt concevoir les projets agrivoltaïques comme des outils de protection des plantes et finalement des outils vraiment au service de l'agriculture à 100%. Et quelque part, l'activité énergétique et de la production énergétique est une activité vraiment, je dirais, qui rentre Connexe. plutôt comme un connexe et qui rentre plutôt comme un moyen de financer ces outils-là plutôt que de produire et de réussir la transition énergétique. Et puis il y a une vision un peu différente où finalement l'agrivoltaïsme est avant tout là pour permettre la réussite de l'agrivoltaïsme, pardon, la réussite pour permettre la réussite de la transition énergétique, et donc avec une volonté d'aller sur des choses les plus simples possibles, en termes de technologie qui permettent d'avoir un prix d'énergie à bas coût, qui permettent d'être déployés en quantité assez rapide, mais qui nécessitent de mobiliser aussi des terres de manière assez rapide. Voilà. Ouais, très clair. J'imagine que les premiers viennent plutôt du monde agricole et les seconds plutôt du monde énergétique, et chacun a sa Alors, sensibilité. on en retrouve dans tout. Voilà, il y a des sensibilités. Il y a il y a des personnes du secteur agricole qui intègrent évidemment les entreprises de développement de photovoltaïque. Et donc, évidemment, tout ça se mélange. C'est pas aussi caricatural que ça, évidemment. Mhm. Je reviens sur un point qui est pourquoi même faire de l'agrivoltaïsme au sens. Est-ce qu'on commence à manquer d'espace déjà artificialisé? Parce que bon, c'est vrai que d'emblée, de préférence, moi je dirais bah, déjà mettons-en partout sur les toits, Bien sur les sûr. parkings, sur les friches industrielles, sur les endroits déjà artificialisés. Pourquoi les déborder sur les terres agricoles? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est fait. Enfin, aujourd'hui, la priorité est donnée aux terrains dégradés, aux terrains, aux toitures. C'est le cas. Quand on regarde déjà le développement aujourd'hui du photovoltaïque en France, donc il y a au dernier recensement environ 17 gigawatts d'énergie solaire raccordée en France. Sur ces 17, il y en a de mémoire 8 qui sont du coup en toiture. Enfin, ce sont des installations de moins de 250 kilowatts, pardon, et le reste, donc 9 gigawatts de plus de 250 kilowatts. Dedans, vous avez évidemment toutes les centrales au sol. Et dans cette centrale au sol, c'est une majorité en terrain dégradé, anciennes carrières, délaissées aéroportuaires, etc., etc. Et vous avez une partie encore faible d'agrivoltaïsme, d'installations photovoltaïques en terre agricole. Les estimer, c'est très compliqué. Personne n'a sorti de chiffres réellement. L'IDEL, l'Institut technique de l'élevage, a avancé le chiffre de 500 hectares en 2021 dans son guide sur l'agrivoltaïsme. Je pense que aujourd'hui, on peut dire qu'on est entre 1000 et 2000 hectares peut-être. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une estimation purement personnelle, basée sur aucune, aucune étude sérieuse. Mais voilà. Demain, donc, l'objectif, c'est d'en faire beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, bah, les terrains dégradés, il y en a de moins en moins, en tout cas de moins en moins où il y a une rentabilité euh, pour le développeur et le producteur d'énergie, une rentabilité, et quelque part aussi avant tout une faisabilité. Aujourd'hui, sur ces terrains dégradés, vous avez la nature qui a repris ses droits, c'est des enjeux faune et flore importants qui font qu'en fait on ne peut pas venir s'installer. Ou sinon, il faudrait alors compenser en terres agricoles, c'est-à-dire retransformer des terres agricoles en terrains naturels pour y développer de la biodiversité, faune et flore, etc., pour compenser. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Finalement, on répercute les conséquences sur l'activité agricole. Donc autant faire de l'agrivoltaïsme où il y a des synergies entre les deux, entre photovoltaïque et agricole. Voilà. Et voilà. Donc on se rend compte effectivement qu'on a moins en moins de terrains dégradés disponibles, même s'il y a des estimations assez hautes de la part de l'ADEME qui parle de 53 gigawatts possibles en terrain dégradé, mais finalement ces 53 c'est quelque part comment dire, des surfaces globales qui ont été analysées, mais sans
prendre en compte les enjeux faune et flore, les enjeux aussi liés au raccordement, au coût du raccordement. Pour certains, ce sont des petites surfaces, moins de 1 hectare, etc. Donc Juste aujourd'hui, pour donner un ordre ouais, d'idée, quand tu parles de 53 gigawatts de potentiel en terrain dégradé, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les gigawatts, tout ça, pour donner une idée, ouais, les scénarios RTE, par exemple, qui ouais, imaginent 6 manières d'atteindre, on va dire, la- de ouais, sortir des fossiles, voilà, la neutralité carbone, j'aime pas trop le terme, que la France sorte des fossiles d'ici 2050, ou plus tard, voilà, on va dire 2060. Dans les scénarios un peu médians, où il y a un peu de renouvelables, enfin, pas mal de renouvelables, pardon, et du nucléaire, bon, on va dire, l'objectif, c'est de l'ordre de 100 gigawatts, sans dire de bêtises. Et dans le scénario le plus renouvelable, c'est 200 gigawatts de photovoltaïque d'ici 2050. Voilà, pour ouais, donner un ordre d'idée. Voilà. c'est ça. Enfin, je crois que c'est entre 77 et 214, donc effectivement, ce que tu disais est juste. Et aujourd'hui, on en est à 17, 18. Donc il reste quand même un petit peu de chemin. Si on prend les 53 gigawatts de l'ADEME en terrain dégradé, dont seule une partie en fait est réalisable, et là on a du mal à estimer quelle est la partie réellement voilà, faisable. Mais je sais pas si on prend juste la moitié, 25, on voit bien qu'on est encore très loin des objectifs. Effectivement, c'est Macron qui avait parlé de 100 gigawatts à horizon 2050. Il y a d'autres estimations du secrétariat général à la planification énergétique, pardon, qui parle de 140 gigawatts à horizon 2050. Et eux, ils ont essayé de faire, c'est intéressant parce qu'ils ont essayé de faire un découpage justement par typologie de projet. Donc dans les 140, ils prévoient 45 gigawatts de centrales solaires sur friche. Alors sans Mhm. préciser, alors peut-être qu'ils l'ont fait, mais j'ai pas l'information si c'est des friches industrielles, friches agricoles. Je pense que c'est plutôt des friches type industriel. Ils ont parlé aussi de 45 gigawatts sur des espaces naturels agricoles et forestiers, 35 en grande culture et ombrière, et puis 12 gigawatts en autoconsommation. Donc en fait, sur ces 140, il y en a 45 donc en terrain agricole, naturel ou forestier. On peut estimer que ce sera surtout en terrain agricole, donc 45. En termes de surface, ça fait combien? Ça dépend quelle puissance on met à l'hectare. On va prendre une estimation un peu basse, 0,5 mégawatts par hectare. Ça fait du coup 90 000 hectares. Voilà, on va pas dire 100, allez, on peut, pour avoir un chiffre rond, on peut dire 100 000 hectares d'installations agrivoltaïques d'ici 2050. Aujourd'hui, on est à 2000. D'accord. Ah bah, précision très importante, des chiffres que j'ignorais totalement. En quelque sorte, tu dessines un mix photovoltaïque selon la surface sur laquelle c'est installé. Et donc 100 000 hectares, d'accord, ça, c'est pas énorme. Alors, comment dire, il Alors, vaut mieux que ce c'est soit le pas, moins artificialisant possible, mais alors voilà, l'agrivoltaïsme déjà ça n'est pas paraît pas énorme. artificialisant. Non, c'est pas énorme. Après, l'agrivoltaïsme n'est pas artificialisant. Alors ça, c'est une notion, l'artificialisation, qui est peut-être un peu juridique, Hmm. puisque voilà, conceptuelle, mais ce n'est pas artificialisant. Il y a une loi, la loi ZAN, qui le stipule, si on respecte un certain nombre de critères, évidemment. Mais c'est pas artificialisant. Après, voilà, oui, c'est 100 000 hectares. Si on les compare finalement à la surface agricole utile, c'est toutes les surfaces agricoles en Ouais, France. sur Donc, 28 millions d'hectares, c'est ça? ouais, c'est ça, 28 millions d'hectares, ça représente moins de 1%, donc c'est pas beaucoup. Alors après, c'est pas parce que c'est pas beaucoup qu'il faut pas essayer de bien faire les choses, etc. Mais voilà. Mais c'est pour rassurer aussi, je dirais, le secteur agricole et puis surtout bah, les personnes qui habitent à côté potentiellement de terrains qui pourraient devenir agrivoltaïques. Voilà, ça ne va pas recouvrir la France, ça ne va pas voilà, se répandre comme une traînée de poudre sur toute la France, quoi. Mhm. Parce qu'une estimation que j'avais vue, mais qui n'a que valeur Hmm. purement d'illustration, c'est le chercheur en agroforesterie Christian Duprat Ouais. à l'INRAE qui déclarait dans une tribune au Monde, en équipant moins de 2% de la surface cultivée française en système agrivoltaïque de nouvelle génération, on peut produire l'équivalent en électricité de tout notre parc nucléaire actuel. Alors pour pas froisser des sensibilités, nous sommes tout à fait au courant que le photovoltaïque et le nucléaire ne fournissent pas tout à fait le même service. Voilà, ça ne produit que lorsqu'il y a du soleil d'un côté, ça produit en Ouais. base voilà, de l'autre. Nous sommes bien au courant de ça, c'est purement pour donner des ordres de grandeur. Mais à la limite, ce 2%, c'est purement un titre illustratif. Je pense que ton 100 000 hectares, voilà, ça donne quand même une vision et c'est d'ici 2050. Alors Ouais. effectivement, c'est 100 000 hectares si on veut respecter
enfin le plus possible, préserver la nature, ne pas faire concurrence au sol, ces 100 000 hectares qu'il faut essayer de, le moins possible, faire concurrence à la production alimentaire. Et nous allons y revenir, c'est plusieurs fois que je l'annonce, mais peut-être un dernier point avant de passer aux synergies, un peu le deuxième point de notre ordre du jour, un dernier point sur les enjeux économiques, on va dire, et tu peux très bien me dire que tu ne sais pas, parce qu'on n'en avait pas parlé en préparation. En gros, toujours sur l'intérêt économique de faire de l'agrivoltaïsme par rapport à en faire, par exemple, sur des parkings, sur des toitures, etc. J'imagine que c'est parce que sur des terres agricoles, on peut rapidement faire des projets à grande échelle qui fait que ça coûte moins cher par unité Tout à fait, ouais. par kilowattheure produit, même si il y a un coût supérieur en termes de raccordement. Il faut quand même raccorder l'installation au réseau électrique, ce qui va coûter plus cher par rapport à, je sais pas, une installation sur toit ou c'est plus ou sur Tout à fait, friche ouais. où c'est plus facile de raccorder au réseau. Ouais, juste effectivement sur les coûts de raccordement, il faut effectivement avoir en tête que 1 hectare de raccordement d'une centrale photovoltaïque, c'est 100 000 euros. 1 hectare, pardon. Je vais reprendre. C'est 1 kilomètre, 100 000 euros. Donc effectivement, ça coûte très vite très Donc, pardon, cher. ça veut dire si la centrale Et agrivoltaïque est à 1 km du réseau, c'est c'est ça que 100 ça veut 000 dire. euros. Ouais, Ça coûte 100 100 000 000 euros euros à raccorder. Ok, à ok. raccorder. Ça, c'est les coûts, on va dire, liés au câble. Voilà. Effectivement, en général, on peut se trouver à 10 km, voilà, donc c'est 1 million d'euros. Voilà, ça donne quand même un aperçu du montant. Euh, et effectivement, l'idée aussi de faire ces installations, on va dire, d'une taille importante. Alors nous, on parle de 10 à 40 hectares, hein, on va dire. Le gros des installations, c'est de 10 à 40 hectares. Ça peut être évidemment plus, ça peut être moins. Tout ça dépend après des terrains aussi que l'on peut trouver, des exploitations, et ça doit s'intégrer aussi à un projet d'exploitation. Donc, l'idée n'étant pas de couvrir une exploitation de tout panneau, ça n'a pas d'intérêt du point de vue agricole, ça c'est clair, et du point de vue paysager non plus d'ailleurs. Mais donc pour revenir à ta question, effectivement, quel est l'intérêt économique à faire des installations de grande taille? L'ADEME avait en 2019 sorti une étude assez intéressante qui comparait justement les coûts, qu'on appelle les LCOE, dont j'ai plus l'acronyme en tête d'ailleurs. Levelized Cost of Voilà, Electricity. merci Donc on Cyrus. nivelle les coûts d'investissement et d'exploitation sur, j'imagine, une durée d'exploitation, et on dit par Oui, c'est kilowattheure produit, ça aura actualisé, coûté tant, quoi. effectivement, exactement. Et ça permet de comparer toutes les productions, enfin toutes les énergies d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Mais si on s'intéresse juste aux centrales photovoltaïques au sol, on voyait par exemple, donc j'ai les chiffres devant moi, hein, en euros par mégawattheure, sur des installations, alors des chiffres qui datent de 2019, hein, entre 500 kW et 2,5 mégawatts, on était entre 56 et 81 euros du mégawatt-heure en LCOE. Pour des installations entre 10 et 30 mégawatts, on était entre 45 et 65. Alors c'est pas des différences énormes, mais quand même. C'est des euros qui peuvent faire toute la différence en termes de compétitivité aussi de nos industries, de conservation du pouvoir d'achat, etc. Donc, il ne faut pas non plus considérer ça comme faible. C'est quand même des enjeux derrière assez importants en termes économiques. Et puis, si on se compare aux autres énergies, je te laisserai faire l'exercice, Cyrus, mais on voit bien que l'on est très compétitif et que c'est un intérêt évidemment économique aussi pour la France et pour les Français. Ouais. Surtout si le prix du gaz augmente, Voilà, comme c'est un peu en train d'être le le cas. cas. Prix du nucléaire, voilà, si on prend les coûts de Flamanville, mais bon, les prochains EPR, on peut espérer que ce Ouais. soit moins cher. Mais après, bon, toujours la difficulté aussi, c'est comparer des énergies dites pilotables Oui, avec des énergies tout à fait. variables. Voilà, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça donne des ordres d'idées. Là, tout de suite, en tout cas, c'est économiquement intéressant de raccorder du photovoltaïque. Enfin, les coûts ont beaucoup baissé depuis 10 ans et Ouais, encore depuis 3 ans. Et ils continuent de baisser malgré la crise énergétique tout à mondiale fait. où finalement la seule énergie qui résiste, c'est le photovoltaïque. Même l'éolien, notamment offshore, a un peu des soucis, se voit ralenti, alors à la fois en raison de la crise énergétique, donc la hausse du coût des matériaux, mais aussi la hausse des taux d'intérêt. D'ailleurs, Mm. parlons-en. Alors, moi, je vois les choses peut-être de manière un peu trop macro avec des courbes de LCOE qui diminuent. Et sur le solaire, pendant les premiers mois après le déclenchement de la
guerre en Ukraine, le solaire a fait un petit pic, puis est reparti à la baisse en termes de coûts. Alors moi, je vois peut-être les choses de manière beaucoup trop macro, mais toi, dans ton quotidien plus proche du terrain, est-ce que tu vois des secousses affecter le photovoltaïque ou l'agrivoltaïsme, ou est-ce que ça reste le principal frein, ça reste l'acceptabilité locale, et puis voilà. Oui, oui, je pense que le principal frein, enfin, si c'est celui-ci, effectivement, c'est l'acceptabilité locale, l'acceptabilité de cette nouvelle technologie, de ces nouveaux systèmes. Non, sur les coûts, alors je suis pas un spécialiste du tout en termes d'achat et construction de ces parcs, mais aujourd'hui, effectivement, il y a eu après la guerre en Ukraine une hausse des prix des matières premières, une hausse des taux d'intérêt qui ont fait que effectivement le prix des installations augmentait, mais depuis ça a chuté quand même fortement. Alors je sais pas, je saurais pas dire si on est revenu au coût d'avant. Je ne pense pas parce que quand même on est encore un peu plus cher quand on voit les tarifs creux. Hmm. On voit qu'on est quand même à des tarifs plus importants que ce qui se faisait avant la guerre en Ukraine. D'accord, quand même. Ouais. Ouais, voilà. Donc il y a quand même une différence. Mais ça n'empêche qu'on reste encore dans des coûts très acceptables, hein, entre 70 et 80 euros. Je crois à la Creux, on doit être autour de 80 euros le mégawattheure. Donc voilà, donc c'est tout à fait acceptable et c'est encore très compétitif. Hmm. Et c'est comme tu le disais, les coûts vont encore diminuer et donc Des estimations que j'ai vues et que d'ici 2050, les coûts du photovoltaïque pourraient encore chuter de trois quarts. Voilà, ça donne. C'est ouais, déjà pas très cher, mais impressionnant. si ça chute encore de trois quarts, enfin, on imagine quand même. Bon, Ouais, bref. tout à fait. Euh, ok. On aura peut-être l'occasion de revenir sur des points qu'on a évoqués. De toute façon, c'est une conversation assez libre. Peut-être passons effectivement au côté agronomique, au côté synergie entre Hmm. production agricole et installation photovoltaïque. Jusqu'à maintenant, on a pas mal parlé côté énergie, gigawatt, que sais-je, euros par mégawattheure, etc. Peut-être venons-en finalement aussi du monde dont tu es issu. Alors, je sais pas, peut-être question très générale, c'est comment éviter de défoncer les sols et de se priver de production agricole. Enfin, voilà, concilier le meilleur des deux mondes. Comment conseiller? Ouais. Alors, enfin, aujourd'hui, on ne défonce pas, effectivement. L'objectif n'est pas de défoncer, on défonce pas. L'objectif est de maintenir l'activité agricole à minima, voire même de l'améliorer. Et c'est un peu ce que traduit aussi la loi APER, hein, avec la définition de l'agrivoltaïsme. Il y a cette notion de rendre un service à l'agriculture. Il y a 4 services qui sont listés. On pourra revenir dessus, mais voilà. Donc il y a vraiment cette notion de synergie et d'apporter un service à l'agriculture. Effectivement, ces premières études qui datent enfin, depuis 2010 montrent que l'on y arrive, sur en tout cas certaines productions, hein. On n'a pas encore étudié toutes les productions, évidemment. Mais notamment, alors, si je dois prendre un exemple, c'est l'élevage, hein. On voit, nous, enfin, chez Photosol notamment, c'est un secteur qu'on développe beaucoup. On a commencé évidemment par les systèmes ovins, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais aujourd'hui on se développe aussi beaucoup sur le bovin, la volaille, le porc, etc. Donc il y a beaucoup de filières agricoles d'élevage qui sont concernées par le sujet. Et, euh, et quand on parle du coup d'élevage, déjà on va penser à la prairie, évidemment, et à la pousse de l'herbe. S'il n'y a pas de pousse de l'herbe, évidemment, il n'y a pas d'élevage. Voilà. Et donc, les premières études qu'on a menées avec un autre développeur, JP2E, sur la pousse de l'herbe, et avec notamment donc, INRAE, l'unité mixte de recherche sur les écosystèmes prairiaux, qui est basée donc à Clermont-Ferrand, voilà, avec qui on a mené des études pendant 2 années. Une troisième année va être lancée sur 2 sites, un dans l'Allier et un dans le Cantal, 2 sites, donc 2 installations agrivoltaïques. Et on s'aperçoit sur ces 2 sites qu'en fait, pour faire très très court, on a un maintien de la pousse de l'herbe en termes de quantité de biomasse. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas de perte de production. C'est déjà euh, bon à savoir. Et après, évidemment, c'est un résumé très caricatural de la recherche, puisque ça va beaucoup plus loin. Il y a évidemment un changement en fait de la dynamique de la pousse de l'herbe. En fait, les panneaux vont jouer un rôle protecteur, hein, contre les effets de la sécheresse, mais aussi contre les effets du froid. Et on s'aperçoit en fait que la prairie va commencer plutôt à pousser, enfin va pousser plutôt au printemps. Donc la prairie se trouve sous les panneaux. Euh, Au printemps, effectivement, on a en général la période de pousse la plus importante en termes d'herbe. Et donc là, l'effet d'ombrage lié au panneau va jouer plutôt un facteur limitant, parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'eau, donc il n'y a pas de facteur limitant à la pousse de l'herbe, et l'effet d'ombrage va être le facteur limitant. Donc là, on a un écrêtage de la pousse de l'herbe.
Par contre, dès qu'arrivent les périodes de sécheresse, le manque d'eau, à ce moment-là, l'effet d'ombrage va permettre de limiter l'évapotranspiration des plantes, va permettre de limiter aussi l'évaporation de l'eau du sol. Du coup, on va maintenir une certaine humidité dans le sol qui va permettre à la végétation de rester verte et de continuer à pousser. On observe jusqu'à 5 fois plus de croissance de l'herbe sous panneau en zone de contrôle, zone hors panneau, voilà, en période de sécheresse. Et à l'automne, du coup, bah, ça pousse mieux puisque l'herbe n'a pas cramé, on va dire, sous les panneaux durant l'été, donc ça redémarre mieux à l'automne et la pousse de l'herbe se poursuit plus longtemps. Et donc, en fait, cette quantité de biomasse, si vous voulez, si tu veux, elle est effectivement écrétée, elle est lissée sur l'année. Avant, on a un gros pic au printemps, un petit pic on va dire, fin d'été, début automne, en termes de pousse de l'herbe. Là, on va avoir quelque chose de plus lissé. Il reste ses pics, évidemment, au printemps et à l'automne, mais quelque chose de plus lissé. Donc, une gestion un peu différente, quelque chose qui est peut-être plus intéressant pour du pâturage extensif, par exemple, pour les élevages. Donc voilà, donc des choses très intéressantes. Ça demande à changer les pratiques. Mais je dirais que ces études montrent que c'est très rassurant, je dirais, voilà, pour l'activité agricole et que ça permet de maintenir cette activité agricole sur ces terres. D'accord, bah, j'ignorais tout ça. Après, bah, gentille petite provocation sur défoncer les sols, Vas-y. évidemment. Et tu es resté très calme, hein, bah, bravo. Non, non, mais attendez, il ne s'agit pas de ça, monsieur. On Alors, a... non, mais sur l'élevage, top. Alors, juste, le surcoût il faut suspendre les panneaux à, je sais pas, 2 mètres de hauteur, j'en sais rien du tout. J'y connais rien. Ça dépend de la taille des animaux, hein, évidemment. Donc, non, aujourd'hui, les panneaux, on les suspend, enfin, c'est ancré dans le sol avec des pieux. Mhm. Alors les points bas aujourd'hui, par exemple, pour les moutons, on est entre 1,20 m, 1,50 m. Ah, d'accord. Pour les bovins, entre 2 mètres, 2,40 m. Donc là, ça Ah, commence à ok, être un donc peu je n'étais plus haut. pas trop loin. Ouais, Ok. alors ça, c'est le point bas, évidemment. Après, il y a les tables, hein, donc il y a des Mm. panneaux qui se retrouvent effectivement plus haut. Donc d'où aussi cette nécessité d'intégrer dans le paysage ces installations, évidemment, et de bien D'accord. raisonner à l'intégration paysagère. Donc voilà, évidemment il y a un coût, mais ce coût il est plutôt dans le LCOE dont on parlait donc en tant que constructeur, développeur, producteur d'énergie. Pour l'agriculteur, il n'y a pas de coût. Euh, Mm. le coût pourrait être effectivement une gestion un peu différente. Il y a une gestion différente de ces pâtures. Peut-être vu qu'il y a des poteaux, évidemment, c'est moins simple à gérer en termes d'avancement des machines, de vitesse d'avancement, ça va sûrement plus lentement, donc il y a moins de, donc il y a plus de temps à passer, voilà. Mais ça n'empêche que c'est pas, ça reste des choses tout à fait faisables et envisageables pour les agriculteurs et qui sont pas des coûts Ok. exorbitants, puisque comme tu le disais en intro, il y a une sorte d'engouement en ce moment sur le sujet de la part des agriculteurs. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, il y a des pays où, là pour l'instant, on a parlé des éleveurs et je veux bien qu'on parle aussi des cultures. Euh, Éventuellement, la compatibilité entre agrivoltaïsme et culture, alors je sais pas si c'est céréalière ou légumineuse, Mhm. on va en parler, mais, ou maraîchère. Bon. Est-ce qu'il y a des pays où les éleveurs ont, comment dire, quelques années d'avance déjà sur la France en termes d'adoption? Tu sais ça? Alors je ne sais pas, pour être très clair, je ne sais pas. Je pense que en France, en fait, on est quand même le premier pays à développer l'agrivoltaïsme vraiment de manière importante. Il y a eu D'accord. des essais, comme je disais, au Japon, en Allemagne aussi, en Italie aussi, ça se développe. Mais il y a des recherches aussi aux États-Unis, mais reste de l'ordre de la recherche. Nous, enfin, on a vraiment commencé à développer ces systèmes-là de manière très concrète. Nous, on a je dirais, de très nombreux projets dans les tiroirs, évidemment, sur ce type de projet. Et donc, voilà, je pense on est le premier pays en termes de dynamique sur ce domaine-là. Hmm. Ouais, d'accord. Bon, s'il y a des auditeurs vivant ailleurs en France qui veulent Ouais. compléter, commenter là-dessus, n'hésitez pas. Mais effectivement, en regardant un peu quelques pays où le développement du solaire est déjà en fait plus avancé que la France, solaire au global, Mm. j'ai pas forcément entendu parler d'avancée de l'agrivoltaïsme. Donc bon, voilà, peut-être que la France, euh, qui n'a pas forcément été, on va dire, euh, leader en matière de développement du photovoltaïque. Peut-être qu'il y a là l'opportunité de montrer au reste du monde sur l'agrivoltaïsme ces questions de synergie. Bon, je trouve on a fait
un tour, forcément pas forcément complet, mais un bon tour d'horizon, un bon panorama sur l'élevage et le service rendu par l'ombrage. Est-ce que tu veux passer à d'autres modes de culture? Bah, on peut, oui, parler quand même des cultures végétales. Juste avant de reprendre, je voulais prendre un autre aussi. Il y a un autre résultat assez intéressant qui est peut-être à dire, c'est sur le poids des agneaux. Nous, on a une étude là-dessus qui montre qu'en Le fait, poids des... des agneaux, Ah, des agneaux, pardon, ouais. des agneaux élevés sur parc agrivoltaïque, ouais, Mhm. avec une augmentation du poids. Donc, c'est assez intéressant, entre 3 et 5 kilos. C'est pas... Donc, enfin, je sais pas où tu veux reprendre. Où tu veux Non, non, reprendre. Oh, reprends peut-être ta phrase au début avec les agneaux et puis ouais. je me note de couper une minute qui vient de passer. Ok. Il y a aussi donc Cyrus, un autre résultat assez intéressant qu'a mis en avant un de nos essais qu'on a mené avec la Chambre d'agriculture de la Nièvre, donc sur un de nos parcs à Verneuil, donc dans la Nièvre effectivement, où en fait la Chambre d'agriculture a mesuré le poids des agneaux élevés sur ce parc-là comparé à des agneaux élevés sur une prairie en Ouais. dehors de ce parc. Et c'est assez intéressant parce que donc il y a eu 2 années de suite d'essais. L'année 2021 qui était une année très pluvieuse. Là, on s'est rendu compte que les agneaux élevés sur le parc, donc entre l'agnelage et le sevrage, prenaient 3 kilos de plus donc au sevrage sur le parc comparé aux autres. Donc c'est quand même assez énorme. Et Ouais. cette année, ça a été refait enfin l'année en 2023, année sèche, et là on était à plus de 5 kilos de différence. Donc en fait on Comment se ça rend se compte, fait? C'est alors bah, pour les c'est services rendus par les ombrières dont tu parlais, la limitation des sécheresses, enfin, quel ouais, est le lien? alors là, je pense que alors les agneaux, vu ils boivent le lait de leur mère, donc ils vont pas brouter l'herbe, donc c'est pas lié forcément Ah oui, pardon, oui. directement à, non, 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 mais c'est pas Remarque lié de Parisien. non, mais Ok. c'est pas lié directement à cette herbe, ça n'empêche que indirectement ça l'est. Si l'herbe est plus verte, peut-être plus riche, pour les brebis, donc une lactation plus importante, et donc je dirais ça se reporte forcément aussi sur les agneaux indirectement, donc tu n'avais pas Mm. tort. Mais il y a aussi, alors voilà, c'est des essais qui ont été menés, ça reste des observations, donc les explications, elles sont forcément multifactorielles, elles n'ont pas été analysées, donc tout ça, restent des hypothèses. Mais il y a aussi le fait que, en fait, ces panneaux vont servir de protection contre les aléas, les températures basses la nuit, parce que les agneaux rentrent sur les parcelles en fin février ou fin mars, donc il y a encore des nuits fraîches. C'est pareil en plein été, quand il y a des journées chaudes, ben, les agneaux peuvent en souffrir et en se mettant à l'ombre, ils ont un confort plus important. Et donc, en fait, une meilleure croissance et tous les grammes gagnés tous les jours, bah, à la fin, ça fait 4 mois, hein, ils sont présents 4 mois sur le parc, bah, ça fait 3 à 5 kilos. Il faut juste se rendre compte, c'est juste une histoire de 20 grammes en plus par jour. Voilà, la différence. Pour arriver à 3 ou 5 kilos, c'est 20 grammes en plus par jour Ok, au bout de 4 mois. Donc voilà. ok, intéressant. Ok, ok. Ouais, Non, c'est pour mais... ça. Donc, alors évidemment, là, c'est sur des agneaux. Est-ce que ça marche sur des bovins? Est-ce que ça marche sur de la volaille, du porc? On peut espérer que oui, hein, tout ça après du même niveau, ça j'en sais rien. Il faut faire des Ok. études. Mais voilà. En tout cas, les résultats sur l'élevage sont plutôt très positifs. Ouais. D'accord. Bon, j'imagine, en tout cas, c'est le genre d'argument aussi que tu essaies de transmettre aux Tout à éleveurs fait. pour. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et en Aux plus, tu parles éleveurs, leur ouais, tout à langage, fait. enfin voilà, ils voient bien que tu es un peu de leur monde. Ok, ouais. Alors leur monde, j'aime pas trop ce terme, on a l'impression d'un monde à part qui Bah, alors, difficile difficile avec qui il est difficile de nouer des liens, mais non, non, tout va très bien. oui, oui, non, non, c'est vrai, mais bon, je sais pas d'où vient l'expression non issue du monde agricole, donc Ouais, je NIMA, sais pas mais pourquoi, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, mais ouais, non, j'ai mais utilisé alors tout que à l'heure, donc bon. effectivement, comme tu le dis, il y a des passerelles. Alors, effectivement, il y a des Exactement. clivages, mais bon, on a beaucoup d'échanges moi, avec des agriculteurs, des agronomes. On se comprend très bien. Bref, digression. Peut-être Ouais, passer aux cultures végétales. ouais, Est-ce tout à qu'on peut en fait. dire? Oui. Idem s'il y a des expérimentations plus ou moins Ah, concluantes à ce jour. bien sûr, il y a des expérimentations. Il y a beaucoup d'expérimentations hein, depuis 2010. Alors la différence entre en fait, les productions on va dire, végétales du type céréales, enfin, arboriculture, etc., c'est qu'on est sur de la production de fruits. L'herbe, on est sur de la production finalement de feuilles. Et la feuille a quelque part une capacité à s'adapter à l'effet d'ombrage. Elle va chercher la lumière, donc elle va allonger. La feuille va s'allonger. Enfin, voilà. Donc il
il y a une adaptation, ce qui explique aussi que qu'on maintient cette production d'herbes sous les panneaux. Euh, pour euh, pour les productions de fruits, de céréales ou arbaux, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça dépend aussi de chaque plante. Il y a des plantes qui sont plus ou moins adaptées à l'effet d'ombrage. Il y a des plantes qui, dès qu'on va mettre un peu d'ombre, vont tout de suite avoir leur rendement baissé. Il y a des plantes qui, quand on diminue jusqu'à 50% d'ombrage, vont maintenir leur rendement, voire même les augmenter. Puis après, ça va s'effondrer. Et puis, il y a des plantes qui résistent jusqu'à 30% d'ombrage, qui maintiennent leur rendement. Voilà. Et donc, on a classé en fait les plantes en fonction de ces trois catégories, celles qui résistent pas, celles qui résistent plutôt honorablement et celles qui même vont tirer un bénéfice de l'effet d'ombrage. Donc, dans celles qui tirent un bénéfice, il y a des plantes telles que en fait, je lis hein, la littérature, hein, il y a évidemment des études qui ont été menées sur le sujet, mais on peut parler de l'ail, de la tomate, salade, épinards, voilà. Les pommes de terre aussi, apparemment, font partie de cette catégorie-là. Dans une moindre mesure, concombre, courgette, donc quelque part des productions maraîchères, donc assez Ok. intéressant. Les céréales sont plutôt dans la catégorie, je dirais, moyenne, hein, avec donc une résistance jusqu'à 30% d'ombrage. Donc on parle des céréales, évidemment, donc, comme je viens de le dire, pardon, colza, asperges, choux verts, carottes, etc. Donc aussi des productions maraîchères. Et après, il y a des productions qui ne résistent pas. Donc pommes, pêche, donc l'arbo ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Le tournesol, le maïs aussi a l'air d'être plus complexe. Et donc, en fait, pour ces productions finalement qui résistent plus ou moins, enfin moins bien, on va dire, on va essayer d'aller vers d'autres technologies et notamment ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme dynamique, où en fait on va essayer de travailler sur une répartition de l'effet d'ombrage, un partage de la lumière finalement entre la culture et les panneaux photovoltaïques. Et donc on va piloter l'orientation des panneaux pour laisser passer plus ou moins de lumière pour permettre à la plante de maintenir ses rendements. Donc même sur ces plantes finalement qui sont un peu complexes, qui ont plus de mal à résister, eh ben, on va être capable d'apporter des solutions. Et c'est toute l'innovation qui est en marche actuellement. D'accord. Euh, c'est une partie qui a l'air un peu plus complexe que la partie élevage. Je réagis à chaud, Ouais, tout à fait, en ne ouais. connaissant C'est le cas. rien à ce sujet il y a encore 10 minutes. Donc, euh, en réagissant à chaud, je me dis, ok, ça a l'air plus complexe que pour l'élevage. Pour arriver aux 100 000 hectares d'ici 2050 qu'on évoquait, 100 000 hectares d'agrivoltaïsme, est-ce qu'il n'y a pas déjà largement la surface de prairie nécessaire? Je sais pas, la Ah, surface de prairie, ça doit être à peu près, j'imagine, la moitié de la surface agricole utile, donc la moitié de 28 millions d'hectares, donc je sais pas, 14 millions d'hectares, recouvrir 100 000 hectares de prairie et puis basta, c'est fait. Donc je prends un ton volontairement provocateur, Alors ouais mais ouais c'est très intéressant. C'est un peu le débat qui a eu lieu et qui a encore lieu par rapport notamment à cette loi sur l'agrivoltaïsme, hein. C'est voilà est-ce qu'il faut mieux je dirais aller sur des choses simples. On sait que ça marche et on y va à fond et alors quelque part on regarde que la transition énergétique en faisant ça. C'est un peu voilà. Mais par contre il y a le monde agricole qui dit bah non vous êtes so gentils les cocos mais où on parle de terre agricole, donc il y a des activités, il y a des agriculteurs qui font pas forcément tous du mouton, donc en fait c'est à vous aussi de vous adapter aux productions, aux exploitants. Et ils ont raison finalement, il faut aussi s'adapter à ce que font les agriculteurs. Et l'agrivoltaïsme ne se fera pas non plus sans les agriculteurs, ça se fera pas sans les développeurs, mais ça se fera pas non plus sans les agriculteurs. Donc aujourd'hui le sujet c'est vraiment de développer finalement des systèmes agrivoltaïques pour chaque production, pour réussir cette transition. Et aussi ça qui concourt à l'acceptabilité des projets par les agriculteurs, par leurs familles, par leurs voisins, etc. Donc aujourd'hui, on sent effectivement une lassitude quand même du monde agricole de faire des projets qui seraient que au vin. C'est ce qui a été développé au début, parce que comme tu disais, ce qui était le plus simple. Une lassitude parce qu'en fait, euh, il voudrait que ça s'adresse à l'ensemble des agriculteurs, à l'ensemble des productions du territoire et qu'on s'adresse vraiment au territoire aussi. Donc tout le travail de concertation en amont à faire. Voilà. Donc après ta réflexion elle est juste. Hein, en fait il y a peut-être deux sujets. Il y a la transition agricole, la transition énergétique. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire en commun, mais est-ce qu'il faut tout faire, tout mettre dans le même panier? Peut-être qu'il y a des choses à réfléchir. Ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand même le fait que tous les ans on perde 25 000 hectares de terres agricoles qui sont incultes, enfin qui s'enfrichent en fait. ouais. Parce qu'on est sur des terres à très faible potentiel.
qui ne trouvent plus de rentabilité. Les agriculteurs partent à la retraite. Personne ne veut Ouais. reprendre ces exploitations qui crèvent de faim, pour être très clair. Et donc elles sont laissées en désuétude. Et quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser ces terres-là pour accélérer sur la transition énergétique, sans mettre en péril la transition agricole? Bah, ça serait quelque chose qui me semblerait intéressant. Ouais. Ouais. Après, effectivement, si on trouve que pour la production de certaines céréales, de fruits et légumes, Oui, l'agrivoltaïsme apporte un bénéfice, finalement, pourquoi s'en priver aussi? bah, exactement, exactement. On pourrait le poser comme ça, plutôt que de se dire, Exactement. attendez, pourquoi se prendre la tête à faire tout ça Ouais, alors qu'il y a largement assez de friches? Bon, bah, mais inversement, ça peut être utile. Et peut-être quand même, alors point qu'on a évoqué qu'à moitié, plutôt en intro de cet échange, bah, le bénéfice pour l'agriculteur, donc on parle de revenus assez importants, mais comment se fait on va dire, le partage de la valeur entre développeurs, producteurs, agriculteurs. Alors parfois, il est en fermage, donc il n'est pas propriétaire. Enfin voilà, tous ces acteurs, comment est-ce qu'on contente tout le monde? Comment se partage le pognon? grande question. Grande question, effectivement. Alors, on n'est pas des entreprises philanthropiques, donc forcément, on sait, il y a une marge qui sert à payer des salariés, à rémunérer des investisseurs, évidemment, et à payer des matières premières. Euh, il y a effectivement une partie de la valeur. Je ne saurais pas dire quelle part, hein, pour être très sincère, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais qui reste évidemment significative, qui va vers les acteurs, enfin donc les acteurs agricoles, donc l'exploitant et le propriétaire, qui n'est pas forcément agriculteur d'ailleurs. Après, il y a une vraie réflexion sur le fait aussi je dirais, faire redescendre de la valeur au territoire, au-delà même de ces deux parties prenantes dont on vient de parler. Je trouve qu'il y a un exemple assez intéressant qui a été mis en place par la Chambre d'agriculture de la Nièvre, pardon, qui, elle, donc stipule clairement que l'agriculteur doit percevoir 1 000 euros par hectare et par an, voilà, de rémunération de la part du développeur. Elle ne parle pas du propriétaire, mais on peut dire qu'effectivement le propriétaire va recevoir l'équivalent, peut-être un peu plus, ça dépend des terrains, etc. Mais voilà, 1000, 1500, 2000 euros max. Hmm. Et après, elle demande à ce que une partie chaque année soit versée une sorte de contribution à des projets de territoire qui peuvent être agricoles, mais pas que. Et donc, c'est de l'ordre de 1500 euros par mégawatt. Bon, 1500 euros par hectare, si on fait de façon de façon très synthétique. Donc voilà, une sorte de répartition de la valeur. Alors, égalitaire non, équitable, j'en sais rien. Je laisserai chacun en juger, mais en tout cas assez équivalente entre agriculteurs, propriétaires et le territoire. Là-dessus, Mhm. il faut compter aussi les taxes quand même, l'IFER notamment, qui reviennent aux communes, aux départements, aux communautés de communes. Mhm. Donc voilà, donc il y a de la valeur qui retombe sur le territoire et qui permet de garder des dynamiques à la fois au niveau agricole, mais même au-delà. Mhm. Donc c'est intéressant. Mhm. Dernier point Et sur le monde agricole, avant de passer à un peu l'actualité ouais, brûlante de l'agrivoltaïsme. Indépendamment de ce qu'on peut penser de la FNSEA, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt favorables à l'agrivoltaïsme. Indépendamment de ce qu'on peut penser de la Confédération paysanne, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt réticents. Voilà, quid. ouais. Euh, Alors c'est pas aussi simple que ça finalement. Enfin, parce que en fait la Confédération paysanne, elle est opposée, mais en fait elle est opposée à un agrivoltaïsme, on va dire, de grande ampleur, de grands parcs. Elle, ce qu'elle hmm, souhaiterait, en tout cas peut-être pour les plus modérés, j'en sais rien, c'est des parcs de petite taille permettant de garder une agriculture paysanne, qui est un peu leur fer de lance. Voilà. Donc ils sont pas opposés, c'est plus le modèle d'agrivoltaïsme qui est aujourd'hui proposé par les développeurs auxquels ils sont opposés. Et puis enfin, ben, tu vois, quelle est l'actualité un peu des dernières semaines? J'avoue ne pas avoir vu jaillir dans mes fils d'infos LinkedIn ou Facebook sur de l'actualité brûlante sur l'agrivoltaïsme les dernières semaines. Je suis peut-être pas connecté au bon canal, mais bon, voilà. Non, alors l'actualité brûlante, c'est plutôt lié à la loi, je dirais, d'accélération de production d'énergie renouvelable. En fait, on attend les décrets, notamment sur la partie justement agrivoltaïque, dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois. Ça prend un peu de retard. Euh, et il y a beaucoup de débats autour du taux de couverture optimal,
que l'on doit avoir sur des installations dites agrivoltaïques. Au tout début, la proposition qui avait été faite par le gouvernement, c'était 45% de taux de couverture photovoltaïque sur les productions végétales et 30% sur les productions animales. Je dirais que la profession, à la fois, je pense, agricole et les développeurs ont souhaité qu'il y ait quand même un même taux de couverture, et on ne comprenait pas d'où sortait cette différence de taux de couverture. On voulait donc un même taux de couverture, et un taux de couverture plutôt se rapprochant des 45% évoqués pour les productions végétales. A priori, on n'a pas été entendu, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt le 30% qui est proposé dans une deuxième version des décrets. Alors, on espère que dans une troisième et dernière version, les choses évolueront à la hausse, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre en quoi ce 30%, sur quoi il se base et qu'est-ce que ça apporterait. Enfin, finalement, quel est le fondement scientifique et agricole de ce 30%? Quand les résultats dont je t'ai parlé au début sur la pousse de l'herbe, sur l'augmentation du poids des agneaux, c'est sur des parcs qui sont plus proches des 50% de taux de couverture. Donc voilà, donc on a du mal à le comprendre. Et quelque part, on nous demande aussi de rendre un service à l'activité agricole, mais plus on dilue quelque part aussi les panneaux sur un espace, et moins quelque part l'effet sera important, donc plus on aura du mal à créer des synergies. Donc il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans cette manière de penser. Ça empêche que voilà, on espère que ça aille sur je dirais des taux de couverture plus proche de la réalité, de ce qu'on peut observer, et qui ne va pas non plus limiter finalement l'innovation, parce que l'enjeu, c'est aussi de ne pas limiter l'innovation. Innovation au sens de tester des nouvelles manières Voilà, ouais. de produire de faire avec cohabiter des systèmes les agrivoltaïques qu'on est en train d'imaginer, qu'on n'a peut-être pas encore imaginé totalement, etc. Voilà. Ah, bien sûr. Bah, alors ça, j'ai vite compris que l'agriculture était un domaine très très innovant. Alors si en plus on rajoute la variable agrivoltaïque, ouais, voilà. C'est un monde qui est poussé à s'adapter sans cesse à de nouvelles Exactement, conditions, qui expérimente sans cesse. Où je vois aussi que des gens, ont des débats assez fondamentaux sur l'agronomie, le cycle des nutriments. Les gens sont pas toujours d'accord sur comment ça marche. C'est un monde assez passionnant. Mais je m'écarte un petit peu du sujet. Mais en tout cas, ce monde agricole me fascine, même si j'en suis extérieur. Voilà. Et que je dis des bêtises sur les agneaux et ce qu'ils mangent les premières années. Mais heureusement, toi qui vas voir les agriculteurs, tu fais pas ce genre d'erreur, sinon ils diraient oula, le mec, le citadin là, il sait pas comment ça marche. Bon, bref, exactement. Ils vont me vendre des panneaux, c'est louche. Non, mais blague à part. Merci beaucoup, Cyril. Peut-être sur l'actualité, peut-être pour encore quelques minutes, est-ce qu'il y a d'autres actualités hormis cette loi d'accélération que tu voudrais partager? Non, j'en ai pas d'autres en tête là à l'instant. Cool. Ok. En tout cas, vous qui nous écoutez, j'aurais même dû le dire en introduction. Évidemment, si vous voulez contacter Cyril, je vais mettre le lien vers son profil LinkedIn pour échanger, poursuivre les échanges, travailler avec Photosol ou que sais-je, ou simplement discuter. Merci à vous d'avoir écouté. Merci encore à toi, Cyril. C'était vraiment passionnant. Merci à toi, Cyrus. Ouais, à très bientôt. Au revoir.